Aujourd'hui, on va parler des derniers changements des ETF chez Amundi. Il y a quelques ETF qui vont impacter beaucoup d'investisseurs parce qu'Amundi a changé les règles. Donc aujourd'hui, je suis là pour faire mon analyse et partager mon avis et montrer ce que je pense par rapport à ces sujets. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo et n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez les liens les plus importants. Les liens des préinscriptions pour ma formation d'investissement car les places sont limitées et nous avons des nouvelles places tous les 2 ou 3 mois. Nous avons les liens de mon suivi des portefeuilles si vous voulez avoir accès à mon portefeuille Small Cap et à dividendes, les liens dans la description. Et vous avez accès à mon groupe WhatsApp où vous allez recevoir des notifications, des matériels, des outils, etc. Et vous avez aussi les liens de mon Instagram où vous pouvez poser des questions. Dernière chose qui ça concerne à tout le monde, il y a un lien qui s'appelle événement ici dans les chats et dans la description. En octobre, je vais faire un événement privé. Ça ne sera pas disponible sur YouTube. Vous allez recevoir les liens de manière privée où je vais analyser les meilleures stratégies qu'on peut placer dans les PA et aussi pour les gens qui n'ont pas un PA, qui habitent en Belgique, en Suisse, etc. Comment utiliser les stratégies Small Cap et dividendes pour bâtir un portefeuille gagnant. Donc faites votre inscription, il suffit de laisser votre mail. On va commencer donc les sujets de notre vidéo. Je vais parler surtout du P105 et c'est un ETF chez Amundi qui fait les suivis de l'indice SP500, faisait. Même pour les gens qui n'ont pas ces ETF, c'est bien de comprendre quel sera l'impact et tout ce qui va changer car les ETF c'est la manière la plus facile d'investir de manière diversifiée. Mais voilà un exemple d'un impact qu'on peut avoir sur les investissements. On verra les avantages et les inconvénients. Bon, on va commencer avec les P500 du coup. C'est un ETF, c'est un panier d'actions. Donc les gens qui investissent sur les P500, ils sont en train d'investir sur les 500 plus grosses sociétés de marché américains. À ce moment, vous avez qui est l'encours, donc la part de l'ETF coûte 34 €, donc un payant 34 €. Vous achetez une petite partie des 500 plus grosses sociétés de marché américains. Mais bon, si vous allez sur les sites d'Amundi, c'est la société financière qui a créé ces paniers d'actions, vous allez trouver l'information qui est ici en haut. À partir du 29 septembre 2023, l'indice va changer. Donc, les taux de gestion va passer à 0,25%. Actuellement, c'est des 0,15%. Et à partir du 29 septembre aussi, l'indice va changer. Ce ne sera plus l'SP500, mais ce sera les SP500 ESG. Donc, ça va prendre en compte des critères et des filtres d'environnement, des critères sociaux et des critères de gouvernance. Okay? Donc les deux principaux changements, les changements des frais de 0,15 à 0,25 et les changements d'indice. Donc on va passer sur chaque changement. D'abord les frais. Donc à chaque 1000 € investis aujourd'hui, vous payez 1,50 € par an des frais de gestion. Je ne parle pas des frais d'achat et vente ici. Okay? Ça dépend de chaque courtier, etc. Parce que quand vous achetez une action ou un ETF, vous payez un frais d'achat ou des ventes. Donc ici, je parle des frais de management. À la place d'acheter une action, vous achetez plusieurs actions dans un seul coup en achetant un ETF, en achetant un panier d'actions. Donc, vous payez des frais de gestion pour la société qui fait la gestion de ces paniers. Dans ces cas, aujourd'hui, c'est 0,15%, c'est très faible et ça va passer à 0,25%. Les plus importants, c'est les changements de méthodologie et d'indice parce qu'on ne va pas investir dans l'SP500 à partir du 29 septembre. Il va commencer à investir sur un nouvel indice. Ici, j'ai fait une capture d'écran de tout ce que ça va changer. Évidemment que j'ai résumé pour vous en français dans la page suivante. Qu'est-ce que ça va changer? SP500 ESG, il va partir du SP500, il va sélectionner des sociétés qui respectent des critères de gouvernance, des critères d'environnement et des critères sociaux. Ce qu'on appelle en anglais des oil sands. Donc, ces secteurs-là, ces activités seront supprimées. Donc, ça veut dire qu'à partir des 500 sociétés, on va analyser les sociétés qui ont même une petite partie de leur business, chiffre d'affaires lié à ce type d'activité et on va les supprimer. Donc, on sait déjà que ça va rester beaucoup moins d'actions dans les portefeuilles. Bon, et Michael, qu'est-ce qui se passe avec la performance? On va regarder les passés et on va comparer les SP500 avec cet indice. Parce que c'est à partir du 29 septembre, on va voir la performance de cet indice-là. Je vais voir s'il a bien fait pendant les dernières années. Vous avez les graphiques depuis fin 2013 et vous allez voir que la performance est très très semblable. Et surtout, après la baisse qu'on a eue en 2022, l'indice SP500 ESG, les nouveaux indices, il a performé bien, même un peu mieux que l'SP500 classique.
Surtout que dernièrement, beaucoup de gens font attention aux critères d'environnement, etc. Normalement, ces sociétés ont la tendance de performer un peu mieux parce qu'il y a plus de gens intéressés. Pas forcément lié à la performance financière, mais parce que les gens sont intéressés, donc ils acceptent de payer un peu plus cher. Mais voilà, ça c'est compris dans l'encours de l'indice. Donc la performance, soit c'est la même, soit un petit peu meilleure d'après les données historiques qu'on a à ces moments. J'ai fait aussi les graphiques depuis les 1er janvier. Depuis les 1er janvier, les SP500 et SJ ont fait 19%. Contre les PE500, l'indice classique d'Amundi à ces moments qui a fait 14%, donc une différence de 5% depuis le 1er janvier. Et sur les 12 derniers mois, donc depuis septembre l'année de 2022 jusqu'à septembre 2023, l'SP500 et SJ a fait 11%, pendant que l'Amundi a fait classique de SP500 a fait 4%, donc une différence pas négligeable de 7. Comme je viens de dire, dans les passés, ils ont fait plutôt la même chose, mais depuis 2 ans, l'indice ISJ a la tendance de performer un petit peu mieux. Ici, on voit une grosse différence parce que la récupération des sociétés normalement qui respectent ces critères est plus forte. Comme je viens de dire, il y a beaucoup plus de gens intéressés par les sujets, donc les fonds d'investissement font plus d'investissements sur ce type de secteurs aussi, qui respectent l'environnement, etc. Donc, ce qui fait cette différence qui n'est pas négligeable sur la dernière année. On va regarder la performance depuis plusieurs années. Depuis 10 ans, un vert, déjà il faut savoir, un vert, vous avez l'indice ISJ. Donc le nouvel indice qui va commencer à être utilisé à la fin du mois. Donc il a fait 12,83% contre 12,17% sur 10 ans. Ça c'est la rentabilité annualisée. Sur les 5 dernières années, il a fait 12,11% contre 10,54%. Sur les 3 dernières années, il a fait 11,14% contre 10%. Et sur la dernière année, il a fait 17,5% contre 15,35. Donc, sur les longs termes, vous avez plutôt la même performance, sinon une différence de 0,5 à 1% par an. Et les baisses, qu'est-ce qui se passe avec les baisses? Bon, il faut savoir, hein, s'ils rentabilisent normalement un peu plus fort vers les hauts, pendant les années des baisses, ils baissent un petit peu plus. Par exemple, en 2018, les SP500 baissaient un peu plus, 4,94. Et ici, vous avez la différence de l'année de 2022 qui était de moins de 0,5%. Donc, pour résumer ici, l'SP500 a baissé un petit peu plus dans cette période. La volatilité, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la volatilité? La volatilité était presque la même. Donc, on ne peut pas juger que c'est beaucoup plus risqué en termes de volatilité. Sur 10 ans, la volatilité donc, de l'indice SIJ était de 14,94%. Contre de SP500 14,85, donc plutôt la même. Sur les 5 dernières années, l'indice ISJ a fait 0,10% de volatilité de plus, négligeable. Et depuis 3 ans, la différence est moins de 0,5%. La volatilité, c'est combien un pourcentage, les cours, les prix de l'indice, de l'ETF peut bouger vers les hauts ou vers les bas. C'est en fait la mesure de la montagne russe du cours de l'action, de l'ETF. Donc vous voyez qu'en fait, on a moins d'actions dans les portefeuilles, mais la volatilité n'augmente pas énormément, c'est presque négligeable. Donc en termes des risques, si on va mesurer les risques en termes de volatilité, on n'a pas un risque plus élevé. Par rapport au nombre de sociétés, donc dans ces cas de concentration, oui, on est un peu plus risqué parce qu'à la place d'avoir 500 sociétés, on va avoir 321 sociétés. Michael, il y a quand même plus de 300 sociétés. Je suis d'accord. Quand même, si on va parler des risques ici, des diversifications, c'est négligeable. Hein. À la place d'avoir 500, avoir 321, quand même, ça reste bien diversifié. La société qui pèse les plus, presque 3 000 milliards de capitalisation. Celle qui pèse moins, il a 4 milliards de capitalisation avec une moyenne de 35 milliards de capitalisation. Okay? Donc, les top 10 sociétés vont peser presque 40%. Donc, c'est un indice quand même concentré sur les top 10, comme l'SP500, il est depuis longtemps aussi. En termes de diversification par secteur, l'information et la technologie gagnent avec 30%, la santé 13%, la finance 12%, la consommation cyclique 12%, les services et communications 8%, l'industrie 6%, et après les autres secteurs vont peser moins de 6%, comme l'énergie, l'immobilier, les matériaux et les utilités. Donc, très semblable à ce qu'on a déjà sur l'SP500. Bon, les top 10 sociétés, on va quand même trouver les mêmes sociétés de l'SP500, presque. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, United Group. Ici, on va trouver Eli Lilly, okay, société de santé, et JP Morgan.
Donc on va en fait prendre les 500 sociétés de marché américains et on va éliminer les sociétés pétrolières, militaires qui font des armes, etc. ou qui sont liées à ce type d'activité. Maintenant, on attaque l'analyse du PA Nasdaq 100 ANX Punks. Okay? Une part de cet ETF coûte presque 42 € actuellement et vous allez trouver sur le site d'Amundi un message qui dit qu'ils vont changer cet indice aussi. Désolé, ici la capture d'écran c'est celui d'SP500 encore et ça peut-être j'ai oublié d'enlever l'image ou j'ai sauvegardé pas la bonne version. Mais les taux des frais va changer de 0,23 à 0,30%. Et donc les changements d'indice, il va changer de Nasdaq 100 vers les Solactive, ISS, ISJ, US Tech 100. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? On verra. Donc, comme je viens de dire, les frais changent de 0,23 à 0,30. Donc, sur 1000 € investis, ça passe de 2,30 € des frais à 3 € des frais. Négligeable, mon point de vue, c'est négligeable. Ok, ça reste acceptable. Tant que les frais d'un ETF classique ne dépassent pas 0,5%, je trouve que ça va. Et voilà, la méthodologie. J'ai fait une capture d'écran aussi, mais je vais résumer pour vous. Pourquoi? C'est plutôt la même chose. Donc, ils vont faire l'exclusion des secteurs du charbon, tabac, armes, militaires, non-compliance, pétrole, etc. Ici, vous avez un peu plus de détails, comme par exemple, si les secteurs d'activité de la société a plus de 5% d'exposition à la génération d'énergie avec les charbons, si la société travaille avec des munitions, travaille avec les combustibles nucléaires, donc tout ça, ça va être supprimé de l'indice Nasdaq. Donc ils vont partir de l'univers Nasdaq, à partir de toutes sociétés de Nasdaq, les Nasdaq 100, donc une centaine de sociétés, et ils vont éliminer les sociétés qui ne respectent pas ces critères ou qui ont une liaison avec ce type d'activité, etc. La performance de l'indice était super bonne depuis 2010, mais comme c'était celui du Nasdaq aussi. Mais quand même, la performance de cet indice-là était un peu meilleure que l'indice, un peu supérieure à la performance du Nasdaq qui était déjà impressionnante. Donc ici, vous avez que depuis 2010, donc nous sommes en 2023, hein, ça fait 13 ans, cet indice a performé avec une rentabilité de 17% par an, ce qui fait 723% cumulé depuis cette époque-là. Il ne faut pas oublier que l'SP500 et les Nasdaq ont fait la meilleure performance de la décennie sur une décennie depuis toujours, presque depuis toujours, hein, parce qu'il y a une autre décennie, sur les années 80, les marchés étaient très haussiers aussi. Mais on peut considérer que la principale hausse de marché depuis 1900, c'est la décennie de 2010-2020. C'était une décennie de hausse spectaculaire sur le marché américain. Donc, est-ce qu'on peut atteindre 17% par an d'ici pour les prochaines années? Non, si vous voulez. Ce n'est pas une réponse, Michael est pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Hein. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que je ne suis pas pessimiste. Mais je préfère utiliser un scénario réaliste vers pessimiste pour ne pas s'y tromper sur les analyses. Donc, s'il a fait 17 dans les 13 dernières années, vous pouvez compter qu'il va faire un peu moins, mais quand même une rentabilité beaucoup plus importante que celle de SP500 par exemple, qui à long terme fait 7%, mais qui sur les 10-12 dernières années quand même a fait une rentabilité importante d'environ entre 12 et 10%, entre 10 et 12. La volatilité depuis qu'il existe cet indice, c'est de 21%. Donc si vous voulez, cet indice sur l'active Nasdaq, il est beaucoup plus volatile que l'SP500. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'ai montré tout à l'heure, mais la volatilité de SP500 était parfois autour des 15% et la volatilité de cet indice Nasdaq, c'est des 21%. Donc, il est beaucoup plus volatile. Et bon, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver dedans 42 sociétés. À la place d'avoir une centaine de sociétés, vous allez trouver 42. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans cette liste de sociétés? Surtout, ils ont pris une centaine de sociétés, ils ont enlevé des sociétés qui ne respectent pas les critères de gouvernance, d'environnement, social. Donc, ils ont enlevé quelques sociétés. Est-ce qu'il y a quelques sociétés connues ici, des géantes américaines, que vous ne voyez pas dans cette image? Vous n'allez pas trouver Meta. Meta, elle n'est pas dedans. Donc, c'est où Meta, c'est où Amazon, c'est où Tesla, elles ne sont pas dedans parce que d'après les critères que la société Solactive qui a créé l'indice, d'après les critères qu'elle utilise, Meta, Amazon et Tesla ne respectent pas les critères. Dans les critères, comme on avait dit, il y a des critères d'environnement, il y a des critères de gouvernance, il y a des critères aussi sociaux. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas contents avec les travails, s'il y a beaucoup de disputes dans la justice, etc., la société, elle est enlevée de l'indice.
Et pour terminer, l'ETF, on a les Amundi PA Emerging Market, c'est les PAEEM qui va changer aussi. Donc, il va arrêter de suivre l'indice MSCI Emerging Market pour suivre les MSCI Emerging Markets Egypte, ISG ex-Egypte, ISG Leaders Select 5%. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On verra ensuite. Donc, avant, il investissait sur un indice des marchés émergents. Maintenant, il va investir sur un indice des marchés émergents, mais il va éliminer l'Égypte, ok? Et donc, il va caper, ça veut dire il va limiter les sociétés large mid-cap avec un certain pourcentage. Donc, parmi les 24 pays émergents qui normalement on a dans un indice émergent, il va considérer 23. Il va éliminer l'Égypte parce que d'après les critères ISJ, l'Égypte normalement ne va pas respecter les règles ici. Okay? Bon, et les performances. Les performances sont pourries comme l'indice émergent classique. Depuis 10 ans, cet indice ne performe pas bien. Donc, la performance de cet indice en bleu, que c'est les nouvel indice, la performance est de 3,06% depuis 2013. Et dans l'indice classique, c'est de 2,19% depuis 2013. Bon, sur les 10 dernières années, les nouveaux indices fait presque 4%, pendant que l'indice émergent classique a fait 3%. Donc, les nouveaux indices ont la tendance de performer un peu mieux sur les longs termes. Okay? Si vous allez comparer la performance sur chaque année ici, vous allez voir qu'au moins 60 ou 70% du temps, l'indice ISJ va battre l'indice émergent classique. Donc, dans l'indice Emergent Market classique, on a 1421 sociétés. Mais dans l'indice ISJ, on a 490. Donc, ça veut dire qu'on coupe plus de 60% des sociétés de l'indice marché émergent pour constituer ces nouvelles portefeuilles, cet indice ISJ. On va trouver Alibaba, Tencent, Taiwan, Reliance, Infosys, China Construction, Baidu, Tata Consultancy. Donc vous allez trouver beaucoup de sociétés chinoises comme toujours, mais quand même on va réduire la quantité des sociétés dans ces paniers d'actions. Vous avez ici la séparation par secteur et par pays. Donc, vous avez la finance avec 23%, la consommation cyclique avec 15%, la communication avec 14%, l'information avec 12% et les autres secteurs avec moins de 10%. La répartition par pays, ça continue très élevé avec la Chine. 32% pour la Chine, 14% pour l'Inde, Taïwan avec 14% pareil, la Corée du Sud 8%, l'Afrique du Sud 5% et demi et les autres pays 26%. Chose intéressante ici, c'est qu'un quart, 26%, ce sont sur des autres pays. Normalement, sur les indices émergents, parfois les autres pèsent très peu. On a presque de la Chine et Taïwan dedans. Donc celui-là, il a quand même un quart sur des autres pays émergents. La performance du coup, comme vous avez vu, elle n'est pas bonne sur les 10 dernières années, mais quand même un peu meilleure que de l'indice classique.